Bienvenue sur Talents précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et les références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui sait poser le bon diagnostic pour définir le bon traitement. Et le traitement, quel qu'il soit, ça peut être un médicament, de la chirurgie, parfois c'est aucun traitement, enfin rien, parfois on fait rien. Et avec la meilleure empathie possible pour le patient. Le patient, étymologiquement, c'est celui qui supporte, qui subit. Donc c'est quelqu'un en état de vulnérabilité, qui a besoin de soutien, de réconfort, et une attitude très importante à avoir. Pour nous, chaque épisode de Talents précieux est spécial. Celui que vous allez entendre a ceci de particulier qu'il accueille le témoignage de mon frère, François Dag. François est urologue dans une clinique privée et à l'hôpital de Carcassonne, en Occitanie, à une centaine de kilomètres de notre berceau familial. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans ma famille à moi, qui est nombreuse, on ne parle presque jamais de notre travail. Quand on se voit, on est sans doute trop occupé à manger, à boire et à rigoler, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs, pour parler boulot. J'ai donc appris plein de choses à l'occasion de cet entretien avec mon frère, sur son parcours et sur son quotidien de médecin bien sûr, mais aussi sur lui. Vous l'entendrez parler de ce qu'il appelle le savoir-être en médecine, et insister sur le rôle de l'empathie dans la qualité du soin aux patients. François nous décrit aussi le compagnonnage dont il a bénéficié durant son internat, ce que ses études lui ont appris et ce qu'elles lui ont laissé apprendre avec l'expérience. Il nous parle entre autres de courtoisie, de bienveillance, de confiance, d'humilité, d'esprit critique. Et puis il insiste sur l'importance du choix de ses associés et de son environnement de travail. On ressent dans son propos le plaisir qu'il a à exercer son métier et je lui suis extrêmement reconnaissante de s'être prêtée au jeu de nos questions au cours d'une conversation téléphonique que nous avons enregistrée pour vous. Bonne écoute. François, bonjour. Et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J'essaye de trouver la meilleure façon de décrire ta situation professionnelle ou ton métier, mais il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit. Tu es médecin, tu es chirurgien, tu es urologue, tu es profession libérale. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand on te demande ce que tu fais ? Moi, je dis d'abord que je suis urologue, donc c'est chirurgien urologue en activité libérale à Carcassonne. Nous sommes dans un groupe de 4 associés, tous urologues évidemment, exerçant dans une clinique privée. Nous avons aussi chacun un poste de médecin attaché à l'hôpital de Carcassonne, au public, où chacun nous y allons 1 ou 2 demi-journées par semaine. Voilà. D'accord. Ok, et tu peux être amené à opérer à la fois dans la clinique et à l'hôpital, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Okay. Donc ta spécialité c'est l'urologie, tu l'as dit. Alors on voit à peu près où se situe ta zone d'intervention. Mais est-ce que tu peux nous dire quel genre de pathologie tu es amené à traiter ? Alors l'urologie concerne les pathologies de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme, parce qu'on croit souvent qu'il n'y a que l'homme qui vient nous voir, mais non. Et également les pathologies de l'appareil génital masculin. Donc c'est principalement les maladies de la prostate en majorité. Hypertrophie bénigne ou cancer, beaucoup de calculs urinaires chez l'homme et la femme, qui se traduisent par des coliques néphrétiques, des douleurs très intenses, souvent en urgence, tous les problèmes d'incontinence de l'homme ou de la femme, et de statique pelvienne pour la femme, de prolapsus, etc. Il y a beaucoup de cancérologie aussi, tous les cancers de la prostate, mais aussi de la vessie, du rein, du testicule. Tous les problèmes d'infection urinaire récidivantes ou compliquées. Également chez l'enfant, les anomalies des organes génitaux externes, du testicule ou de la verge. Et les troubles mictionnels en général, de toute origine. Les envies fréquentes d'uriner, les rétentions, qui entraînent des gènes majeurs au quotidien et sont un gros problème pour la personne qui subit cela.
Donc c'est des pathologies très variées qui demandent une prise en charge médicale, c'est-à-dire soit par médicaments, soit par séance de kiné, changement des comportements alimentaires ou autres, mais aussi des traitements chirurgicaux. Et c'est très varié également. Ça peut être de l'endoscopie, donc par les voies naturelles, de la célioscopie. La célioscopie, c'est mettre une petite caméra dans le ventre et des instruments par des petits trous, ou bien en chirurgie ouverte classique, les incisions qu'on connaît. Et chaque indication d'intervention chirurgicale peut amener plusieurs techniques et plusieurs voies d'abord possibles, selon les caractéristiques du patient, de l'organe, de la maladie, etc. Donc il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et tes patients, tu disais que tu avais aussi des femmes, mais c'est surtout des hommes, j'imagine, non, quand même? Non, il y a, si tu passes dans ma salle d'attente, il y a beaucoup de femmes. Il y a des patients évidemment, mais il y a aussi des dames qui viennent me voir pour des problèmes d'incontinence, d'infection urinaire, de calcul urinaire. Donc c'est pas que la prostate, pas que les hommes. Je sais pas si ça a un sens ma question, mais est-ce que tu as une semaine type? Enfin, on imagine qu'un chirurgien est tout le temps au bloc, mais c'est une aberration, j'imagine. Tu passes beaucoup de temps en consultation. Je sais pas, à quoi ça correspond une semaine type de... Une semaine type, c'est pour l'urologie, c'est une majorité de consultations parce que c'est une spécialité très médicale. Et je dirais un tiers de chirurgie et 2 tiers de consultations et de traitements médicaux et de suivi avant intervention et de suivi après intervention, donc en consultation. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu de bloc, pas mal de consultations et du travail d'administratif peut-être, non? Il n'y a pas du travail de bureau tout seul? Oui, le bloc c'est en gros chez nous c'est 1 journée et demie par semaine en moyenne. Okay. Le reste c'est la consultation. On essaie, vu qu'on a des week-ends d'astreinte, de se garder une demi-journée ou une journée de repos dans la semaine pour s'oxygéner un peu, parce que les journées sont assez longues quand on est au boulot. Ouais. Et puis le travail administratif, oui, c'est heureusement le secrétariat en fait beaucoup, mais il y a aussi des réunions avec dans l'établissement des réunions d'organisation, de suivi, des réunions pour la certification qui est un passage obligatoire officiel pour chaque établissement de santé pour être estampillé bon élève. Il faut remplir des conditions de plus en plus drastiques pour avoir le satisfait, et donc ça prend du temps. Et du coup, dans toutes ces facettes de ton métier, la partie médicale, la partie chirurgicale, administrative, on imagine que tu es amené à collaborer avec plein de fonctions différentes, des secrétaires, d'autres des confrères, d'autres professions médicales. Tu peux nous les citer rapidement? Oui. Alors en premier, les plus proches de moi, c'est mes associés qui sont 3 collègues urologues, même formation que moi, même activité. On a une pyramide des âges très étendue puisque le plus âgé a 62 ans et le plus jeune 35, et donc ça peut être tous les 10 ans. Et avec les associés, il est indispensable d'avoir et de maintenir une entente, une confiance mutuelle pour avoir un travail serein. Parce que nos patients hospitalisés sont mutualisés, c'est-à-dire que celui qui fait la visite voit tous les patients d'urologie et pas que ses patients à lui. Les urgences, on peut voir le patient opéré de la semaine dernière du collègue, et puis on va s'en occuper. Si on programme quelqu'un et qu'on n'a pas de place sur ses plages opératoires, on peut le confier au collègue qui a un peu de place un peu avant, si le patient est d'accord. Voilà, donc ça permet d'avoir une activité plus fluide. Ensuite, comme collègues autres, c'est les médecins généralistes qui sont très importants, qui nous adressent la majorité des patients. Les patients viennent rarement tout seuls voir l'urologue, c'est souvent le médecin généraliste qui les envoie. Donc, ils sont nos correspondants automatiques par courrier pour chaque consultation et chaque hospitalisation, parce qu'ils ont un rôle centralisateur de toutes les infos médicales de chaque personne. Et ils font aussi une partie du suivi des pathologies chroniques qu'on prend en charge. Et ils nous appellent aussi assez souvent pour demander conseil, pour adresser un patient plus rapidement que le délai normal de consultation, si jamais il faut se dépêcher pour une raison ou une autre. Donc on est très disponible pour leur parler s'ils en ont besoin. Ensuite, les secrétaires,
qui sont très importantes aussi, puisque comme on a une grosse activité de consultation, elles ont un rôle fondamental pour l'accueil des patients, la prise des rendez-vous, la gestion des rendez-vous, la programmation des patients lorsqu'on décide d'opérer quelqu'un après la consultation. C'est elle qui organise tous les rendez-vous d'anesthésiste, de cardiologue, s'il faut le voir, la date de l'entrée, le dossier administratif. Donc c'est un rôle majeur et il faut qu'elle soit rodée à tout ça. Et tout ça dans la bonne humeur, si on peut, et la courtoisie et le respect des personnes qu'elles ont en face d'elles. Ouais. Il y a aussi le téléphone au milieu qui vient perturber tout ça, mais heureusement avec les prises de rendez-vous par internet, on espère que ça va un peu que les appels vont un peu diminuer, mais pour l'instant c'est pas trop le cas, parce que notre population de patients rurales et âgés se met lentement à l'informatique. Ouais. Ensuite, des personnes très importantes qui travaillent avec nous, c'est les infirmières de la clinique, soit les infirmières d'hospitalisation ou les infirmières au bloc. Elles ont des boulots différents. En hospitalisation, elles s'occupent des patients hospitalisés, évidemment, et donc elles s'occupent des soins post-op, elles font des gestes techniques. Pour notre spécialité, c'est un sondage s'il faut, déboucher une sonde de bouchée, refaire des pansements, s'occuper des perfusions. Elles calment les douleurs. Elles sont aussi en première ligne pour discuter avec le patient et savoir un peu où il en est. Et elles sont en première ligne aussi pour alerter s'il y a un problème de fièvre, de douleur, enfin de trucs qu'elles ne peuvent pas régler. Elles doivent être formées aux particularités de notre activité pour être efficientes. Au bloc, les infirmières ont un rôle très spécifique et ont une formation également, puisqu'elles préparent et elles vérifient le matériel opératoire pour chaque intervention, et elles font l'aide opératoire, c'est-à-dire que quand on opère, on a besoin de quelqu'un en face pour passer les instruments, écarter la paroi, enfin, tenir quelque chose, un fil, machin. Et donc il y a toujours besoin de quelqu'un. On opère exceptionnellement tout seul. Il faut être au moins deux pour faire des gestes quels qu'ils soient. Voilà. Comme collègues médecins, il y a bien sûr les anesthésistes qui sont l'autre versant du tandem médical indispensable pour faire une intervention chirurgicale. Il y a une opposition, une rivalité traditionnelle avec les chirurgiens depuis toujours, mais en fait, on a la chance de travailler avec une bonne équipe dans l'établissement. On a des relations tout à fait cordiales et amicales, et quand on a un problème sur un patient avant ou après intervention, on en parle entre nous pour essayer de voir si on peut résoudre ce problème chez nous ou ailleurs. C'est-à-dire on peut éventuellement, par exemple, si on a un patient lourd au niveau état général, gros cardiaque ou problème respiratoire important et qu'on ne peut pas assumer chez nous en post-opératoire, l'anesthésiste nous dit attention, celui-là ça va pas passer, et on prend contact avec l'hôpital ou le CHU pour adresser le patient. D'autres médecins très importants, ce sont les médecins urgentistes qui donc sont aux urgences 24 heures sur 24, accueillent les patients en urgence, débrouillent la situation de chaque personne par divers examens cliniques, imagerie, donc radiologie, écho, biologie, et essayer d'avoir un diagnostic le plus précis possible. Et s'ils pensent que ça relève de notre activité, ils nous appellent, ils appellent celui qui est astreinte si c'est la nuit, pour savoir si on est d'accord pour le prendre en charge. Éventuellement, on vient le voir, évidemment, et on confirme qu'on le prend en charge, et puis on le prend en hospitalisation, on le prend en bloc s'il y a besoin, etc. Et enfin, la dernière corporation avec qui on travaille, c'est tout le personnel administratif et la direction de la clinique. Ouais, c'est évidemment très important. Nous, en activité libérale, en chirurgicale, nous n'avons pas d'activité de subordination avec les établissements. Nous sommes en relation contractuelle. Donc c'est pas notre directeur, c'est le directeur de la clinique, des infirmières, etc. Et donc ce contrat définit les droits et les devoirs du médecin et de l'établissement, mais ça génère des discussions fréquentes sur l'organisation générale de l'activité, du bloc, de l'hospitalisation. C'est la direction qu'on va voir si on a besoin de nouveaux matériels au bloc, parce qu'il est payé par l'établissement, donc ils aiment être au courant. C'est du matériel toujours onéreux, parce que c'est comme ça, mais c'est indispensable pour garder une activité. Donc il faut renouveler le matériel quand il devient obsolète, qu'il s'use et qu'il tombe en panne. Et il faut en plus acquérir un nouveau matériel
parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques qui se mettent en place et il faut rester au goût du jour. Chez nous, il y a eu plusieurs changements de direction depuis une quinzaine d'années, parce que la clinique qui était au départ familiale a été rachetée par un grand groupe en 2003. Puis il y a eu des groupes qui se sont absorbés mutuellement comme des poupées russes, et les directions ont changé tous les 2-3 ans, on change de directeur, et donc c'est pas toujours facile que les bonhommes soient au courant des particularités de l'établissement, donc il faut qu'ils apprennent tout. Voilà, c'est un peu compliqué parfois, mais appartenir à un grand groupe permet d'avoir des économies d'échelle et une capacité d'investissement qui est quand même relativement importante. Depuis qu'on a été racheté, ils ont refait tous les bâtiments, ils ont refait le bloc, donc ça n'a pas que des inconvénients. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que ça a changé les relations avec les clients, le fait d'appartenir à un groupe? Avec les patients, pardon. Heureusement, non. Notre relation de soignant à soigné n'a pas du tout été interférée par ça. Non. Ça a changé un petit peu l'ambiance des infirmières, du personnel avec la direction, mais ça ne nous concerne pas directement. Tu parlais de tes associés tout à l'heure, et tu disais que vos journées, bien sûr, sont très remplies. Comment vous arrivez à partager l'information? Est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous vous voyez tous les jours ou toutes les semaines? Ou c'est à la volée au téléphone? On se voit rarement tous les 4 ensemble, parce que quand l'un est en consultation, l'autre est au bloc, l'autre est à l'hôpital, l'autre est en repos, ça tourne un peu comme ça. Il faut qu'on provoque une réunion pour se voir physiquement si on a des problèmes importants à régler. Pour les patients hospitalisés, je disais qu'on faisait la visite chacun son tour et qu'on voyait tous les patients. Il y a un dossier médical informatisé où on note où en est le patient, ce qu'on fait, ce qu'on décide, et comme ça celui qui arrive après sait où on en est et prend le relais. Voilà. Donc c'est très factuel en fait, comme oui. Si vous avez des choses un peu plus, je sais pas, subtiles à faire passer ou qui sont difficiles à écrire, vous communiquez différemment. Bien sûr, là, on se croise quand même de temps en temps, on se reconnaît dans la rue, mais c'est bien. Ouais. Et si on a des patients difficiles, on s'en parle. Un truc qu'on sent pas bien, on va en parler au collègue qui est dans le bureau à côté qui consulte aussi pour voir ce qu'il en pense, etc. Donc on a le contact facile quand même. Il y a une anecdote qui me revient là. Cet été, on était ensemble chez notre mère et tu as eu une conversation au téléphone et j'étais à côté, donc j'ai entendu. En tout cas, je t'ai entendu parler. Et tu parlais, je crois, à l'une de vos secrétaires et en te présentant, tu as dit « Bonjour, c'est Dag ». Et je t'avais repris, d'ailleurs, après on en avait parlé, et ça m'avait marqué parce que bon, moi, dans mon métier, jamais je dis bonjour, c'est Dag. Voilà. Soit au pire, je dis c'est Amélie Dag, au mieux, je dis c'est Amélie. Et je tutoie. Dans mon univers, ça serait très formel. Et tu m'as expliqué qu'en fait, tu en étais arrivé à ça parce que trop de familiarité était pas forcément bienvenue dans ton métier. Tu peux nous en dire plus, peut-être? Moi, c'est ce que je pense. Mes 2 plus jeunes associés, eux, ont le tutoiement très facile avec les infirmières, etc. Moi, j'ai eu l'impression en arrivant, autant à l'hôpital quand j'étais interne et chef, donc beaucoup plus jeune, tout le monde se tutoyait, du balayeur presque au professeur, ça dépend des services, mais autant en arrivant en étant le chirurgien installé en clinique, j'ai eu l'impression, et mon associé qui était déjà là me l'a confirmé implicitement, qu'il fallait garder une certaine distance avec le personnel de la clinique. D'accord, ok. Et les secrétaires aussi. Pour le bien de qui ou dans quel objectif? Quand tout va bien, tout va bien. Mais s'il y a un problème un jour, qu'il y a des sanctions à prendre ou un problème à régler douloureusement, plus ou moins douloureusement, si on est trop copains, ça peut interférer avec le truc. C'est quand même un métier où il peut y avoir des gros soucis, et donc je sais pas si le bon terme est de dire chacun doit rester à sa place, mais voilà, il faut qu'il y ait une distance, j'ai l'impression, entre les catégories de personnel. Alors j'ai une petite idée sur ta réponse à la question qui va suivre, mais j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es devenu médecin, d'une part, et comment tu as choisi l'urologie, d'autre part. Alors pour la première partie, ouais, tu t'en doutes, nous sommes d'une famille de tradition médicale. Du côté de notre mère, on était médecin depuis notre arrière-grand-père, donc ça commence à faire un certain temps. J'ai choisi ça, mais sans aucune pression de nos parents. J'y étais attiré à la fois par le contact humain. Je voyais notre père se régaler à bosser et à raconter les histoires de patients qui lui arrivaient. Et le contact humain qu'on peut avoir est
par définition intime et personnelle dans ce métier, plus que dans un autre. Et ce métier permet également de rendre service à l'autre, tout en ayant un côté scientifique et technique d'assez haut niveau quand même. Donc il y a ces deux côtés qui sont assez importants. Ma formation, je l'ai faite à Montpellier. J'y ai été reçu lors de ma première année en 82, ça remonte. Donc j'ai trouvé la première partie des études médicales, le tronc commun jusqu'à la 6e année, passionnante parce que ça permet de comprendre le fonctionnement de la machinerie humaine et connaître l'anatomie et la physiologie. Et la physiologie, c'est l'étude des fonctions de chaque organe et du corps en général. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et la découverte des pathologies de chaque organe. On apprenait la cardiologie, la neurologie, et chaque maladie, ça m'a paru très intéressant. Et associé à ça, en plus des cours, on avait ça continue d'ailleurs, je pense actuellement, il y avait des stages à l'hôpital tous les matins à partir de la 4e année, ce qui permet d'avoir un apprentissage du contact avec les patients et de voir des médecins en exercice pratiquer la médecine avec différents types de médecins qu'on peut avoir sous le nez, des profs, des internes, des gens plus âgés que moi, je suis tombé sur des gens remarquables, d'une intelligence hors du commun, des puits de science, des gens avec du contact humain, et parfois on tombe sur des gens qui sont là un peu par erreur, quoi. Donc avec des personnalités contrastées avec des plus ou moins bons côtés, mais vus de près et dans des situations intimes, et puis parfois il y a des gens qui sont là vraiment par accident, et ça arrive rarement, heureusement. Au cours de mes stages, donc dès la 4e année, la chirurgie m'a passionné d'emblée, et par hasard, je suis allé en urologie en premier stage. Et je me souviens de la première intervention à laquelle j'ai assisté à ce moment-là, et je revois tous les détails, l'ambiance, l'ambiance dans la salle du bloc, les gens présents, je revois encore leur tête. Et c'était la réparation d'un uretère mal formé chez un petit enfant. Donc un uretère, c'est le canal qui descend du rein à la vessie, et il y a des malformations qui le bouchent, et donc là, l'urologue avait coupé l'uretère et l'avait recousu, et moi j'ai trouvé ça magique de pouvoir recoudre un uretère comme ça. Et donc j'ai gardé ça en tête, et après mon internat, j'ai choisi ça. L'urologie est la seule spécialité chirurgicale avec l'ORL à prendre en charge le patient dans sa globalité, du diagnostic au traitement. Les autres spécialités chirurgicales ont toujours un vis-à-vis médical. Par exemple, la gastroentérologie pour la chirurgie digestive, la cardiologie pour la chirurgie cardiaque et vasculaire, la rhumato pour l'orthopédie, etc. Donc moi, ça me plaisait avec l'urologie de garder le patient dans sa globalité et de garder le contact en cas de pathologie chronique, de suivi prolongé après traitement. Accessoirement, ça me déplaisait pas de pas dépendre directement d'une autre spécialité, avec toujours des risques de mésentente, de conflits ou autre. Si tu attends pour bouffer qu'un type avec qui tu s'entends pas t'envoie des gens, ça peut poser problème. Donc c'était un argument aussi qui a joué. J'ai passé le concours de l'internat en fin de 6e année, j'ai eu la chance d'être reçu à Montpellier et en chirurgie, chose que je voulais. Et donc l'internat, ça consiste pendant 5 ans, à faire des stages de 6 mois dans la spécialité anacador-sudestine et les spécialités voisines. Moi, je suis passé en gynéco, en chirurgie digestive, en chirurgie vasculaire, en centre anticancéreux. Ça m'a permis comme ça d'avoir un apprentissage par compagnonnage de qualité excellente, avec une entrée très progressive dans le geste technique, en aidant d'abord beaucoup les plus âgés que moi, soit des vieux internes, des gens après l'internat ou des chirurgiens parfois beaucoup plus âgés de 20 ans. Et donc on voit beaucoup, on aide un petit peu au départ sur une petite partie de l'intervention, puis de plus en plus, et à la fin de l'internat, on est capable de faire pas mal d'interventions tout seul, avec quelqu'un en face pour vérifier. Après l'internat, il y a 2 ans dans le grade de chef de clinique, qui est un grade universitaire, et on a un poste de chirurgien à l'hôpital universitaire, à part entière au niveau légal, mais on est encore chapeauté par les plus vieux du service, parce que le plus difficile en chirurgie, c'est pas forcément le geste opératoire en lui-même, mais savoir quand et à qui il faut le faire. Donc c'est ça qu'il faut appréhender, il faut beaucoup de temps pour voir beaucoup de cas et savoir un petit peu juger s'il faut y aller ou pas. J'ai enfin terminé ma formation en 96, donc ça a été long. Je me suis installé à Carcassonne avec un associé et depuis tout va bien. J'ai une question sur l'apprentissage Ouais. où je me dis,
on n'a pas vraiment droit à l'erreur en tant que chirurgien, en tant que médecin, ou en tous les cas, quand on fait des erreurs, c'est grave tout de suite. On peut pas forcément recommencer. Comment est-ce qu'on appréhende ça et comment est-ce que tu as appris à gérer ça? L'apprentissage, donc je l'ai dit, est très progressif. Et on est toujours entouré, on est dans un cocon jusqu'à très tard. Donc s'il y a un problème, il y a toujours un plus vieux qui est là, qui vient, qui répare, qui conseille ce qu'il faut faire pour réparer. Donc le problème irrattrapable est rarissime. Grâce à cet entourage bienveillant des plus âgés. Quand tu décrivais l'internat, tu disais j'ai eu la chance d'être reçu en médecine à Montpellier. Alors moi j'étais très très jeune à l'époque, mais je me souviens de te voir bosser pour préparer l'internat. Je suis pas sûre que ce soit que de la chance, hein, mais bon, c'est quand même. Enfin, pour moi ça ressemble à un sacerdoce. À t'entendre, je comprends pourquoi, mais quand on s'engage dans ce genre d'études, faut quand même savoir que. Oui, il faut savoir que c'est long et qu'on va consacrer une bonne partie de sa vie et des belles années de sa vie à ça, mais vu les satisfactions qu'on en retire, ça vaut le coup. Et la volonté d'avoir ces relations humaines avec les patients, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui? Est-ce que tu y trouves ton compte? Est-ce que tu n'es pas déçu? Non, pas du tout. Au contraire, plus ça va et plus c'est ça qui me plaît. Au début, quand j'étais interne ou jeune chirurgien, je me régalais d'aller au bloc et surtout quand on était interne, on comprend pas pourquoi il faut consulter, pourquoi il faut voir les gens. C'est mieux quand ils dorment et qu'on les opère. Mais plus ça va et plus je prends plaisir à voir les gens en consultation, à leur parler, à voir ce qu'ils me disent. Et le contact humain me paraît plus enrichissant actuellement que d'aller au bloc où, c'est pas j'ai fait le tour de la question, mais bon, ça va, je commence à connaître. Tu me disais l'autre jour que ta journée de chirurgien aujourd'hui est bien différente de celle que tu connaissais quand tu as démarré à Carcassonne il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé en 20 ans, outre les techniques au bloc qui font que les appareils ne sont pas les mêmes, que les interventions se sont modifiées, se sont miniaturisées, il y a plus d'endoscopie, plus de célios. Ce qui a changé aussi, c'est en hospitalisation, c'est que maintenant, tout est informatisé. Et cela a changé complètement la relation qu'on a avec le personnel soignant, infirmières et aides-soignants, et avec les patients. Et les infirmières aussi avec les patients, leur fonctionnement a complètement changé. Parce que l'informatique, si on veut tout saisir, tout ce qu'on fait sur l'ordinateur, même s'il est à roulette et qu'on a devant la porte de la chambre, ça prend un temps fou. Et ce temps, on l'a plus pour parler avec les gens, soit les patients, soit le personnel, et pour appréhender la situation. Avant, il y avait des dossiers papier, on marquait un petit mot, va bien, on fait ça, on enlève la sonde, point, et puis on passait au patient suivant. Mais on pouvait se rendre compte de la situation, et tandis que maintenant, avec la saisie informatique, c'est beaucoup plus long, et c'est chronophage, c'est infernal. Et les infirmières disent aussi qu'avec tout ce qu'elles doivent rentrer, elles n'ont plus le temps qu'elles avaient avant pour parler avec les patients, être en contact avec eux, et cela a complètement changé la relation soignant-soigné, ça c'est sûr. Et ça, pas forcément bien. Ça a un impact sur la qualité du soin, du coup? Très difficile à mesurer. Ouais. C'est très difficile à mesurer, ça. Mais l'impression qu'on en a, c'est que l'échange humain s'est dégradé, ça c'est sûr. Alors, on va maintenant parler, en donnant le mot des soft skills, même si tu en as cité plein depuis qu'on a commencé cet entretien. En fait, quand on a démarré ce podcast il y a quelques mois avec Perrine, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on interviewe un médecin. Alors, ça tombe bien, j'en ai un sous la main, ou presque, c'est une façon de parler. Pour la simple et bonne raison que c'est un métier hyper complet, en fait. Déjà, et tu l'as dit tout à l'heure, qui fait appel tête, cœur, corps, hein, voilà. Il y a de longues années d'études où il faut mémoriser plein de choses, j'imagine. Cœur, parce que il faut, j'imagine, tu vas sans doute en parler, mais avoir un minimum d'empathie avec plein de gens autour de soi, et les patients en premier. Et puis, c'est un métier manuel, le chirurgien. Il y a des gestes techniques, t'en parlais aussi, donc faut quand même être adroit de ses 10 doigts, au moins des 5, j'en sais rien. Au moins d'une main, j'imagine. Donc du coup, j'ai essayé d'imaginer les compétences comportementales nécessaires à la bonne pratique de ton métier. Et il y en a plein. J'imagine qu'il y en a plein. La résistance au stress, la confiance en soi, la capacité à collaborer, on en parlait tout à l'heure, l'empathie, la discrétion. C'est incalculable. D'après toi, qui fais ce métier depuis 20 ans ou plus avec ta formation, quelles sont les compétences qui font un bon chirurgien urologue ? Alors, pour être un bon chirurgien, il faut d'abord être un bon médecin.
C'est indissociable. Le côté technique de la chirurgie peut paraître impressionnant de loin, mais comme je l'ai dit, l'apprentissage est très efficace pendant les études. Et le geste manuel, on peut le maîtriser avec le temps si on y est intéressé, si ça plaît. Comme un ébéniste ou un maçon qui apprend son boulot, quoi. Un ébéniste qui sait faire une commode, moi je sais opérer une prostate. C'est un peu la même analogie. On pense que l'acte chirurgical se fait toujours avec un niveau de stress élevé en permanence. On a toujours l'image dans les films du chirurgien qui transpire une grosse goutte et puis l'électro qui fait bip bip et le cœur va s'arrêter. Ça n'arrive jamais. Ça. Enfin, moi, je l'ai vu de façon rarissime. Parce que tout l'art du métier, c'est de savoir ne pas se retrouver dans ce genre de situation. En choisissant la bonne intervention par rapport au malade qu'on a en face de soi, à ses possibilités techniques à soi, techniques manuelles, conceptuelles, mais techniques appareillage et d'environnement, médical, anesthésiste, etc. Donc, fort heureusement, la plupart des journées opératoires se passent très sereinement, même si le soir je suis rincé, mais parce que c'est une fatigue sur la durée. Mais c'est pas le stress qui fatigue, là. C'est le côté physique d'être debout, de faire un geste répétitif un peu avec une concentration importante. Heureusement, on se retrouve très rarement en difficulté pendant l'intervention. En début d'activité, j'avais de l'appréhension assez fréquemment avant certains gestes que j'avais pas fait beaucoup autres. Maintenant, avec le temps et la bouteille qui est venue, c'est heureusement exceptionnel. Et donc, je disais pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui sait poser le bon diagnostic pour définir le bon traitement. Et le traitement, quel qu'il soit, ça peut être un médicament, de la chirurgie, parfois c'est aucun traitement, enfin rien, parfois on fait rien. Et avec la meilleure empathie possible pour le patient. Le patient, étymologiquement, c'est celui qui supporte, qui subit. Donc c'est quelqu'un en état de vulnérabilité, qui a besoin de soutien, de réconfort, et une attitude très importante à avoir. Le diagnostic, ça se fait d'abord par l'interrogatoire. En interrogeant la personne qui vient te voir, on obtient une foule d'informations sur le problème dont il souffre, en caractérisant la gêne ressentie, mais ça donne aussi des informations sur sa personnalité, sa façon de réagir au stress de la maladie, ses possibilités à encaisser une éventuelle mauvaise nouvelle, et tout ça c'est passionnant. Ce discours interactif et évolutif selon les réactions du patient, je pense que je le mène actuellement bien mieux qu'à mes débuts, grâce à l'expérience qui s'acquiert évidemment qu'avec le temps et la pratique. S'il n'y a pas d'empathie ou si on a une mauvaise relation avec la personne qu'on doit soigner, on va à l'échec. Le meilleur traitement ou le meilleur geste technique, ça peut ne pas marcher. Par contre, si on a un traitement qui se complique, qui se passe pas bien, ou quelle que soit la raison, ça sera bien mieux accepté par la personne et l'entourage s'ils perçoivent qu'on a fait ce qu'on pouvait au mieux de nos possibilités humaines et techniques. Je me souviens au début de mon activité, quand je posais mes premières indications d'intervention, quand j'étais à Carcassonne au début, le fait d'avoir confiance dans mes capacités techniques pour réaliser le geste que je prévoyais de faire, grâce à cet apprentissage costaud de l'internat, ça m'a beaucoup aidé à assumer la décision de proposer la chirurgie et de me lancer. Et en plus, j'aime expliquer aux gens le type d'intervention proposée lorsqu'il faut les opérer. Je leur montre un schéma anatomique, une coupe anatomique montrant les organes et ce qu'on va faire. On passe en revue les problèmes, les complications possibles, même s'ils ne sont pas très fréquents, les séquelles possibles, parce que en chirurgie urinaire, il peut y avoir des problèmes d'incontinence, de rétention, enfin tout ça. Les problèmes pouvant être posés par les particularités du patient, s'il a déjà été opéré au même endroit, donc ça risque d'être plus difficile parce que c'est tout fibreux, tout collé. S'il y a des problèmes intercurrents, cardiaques, respiratoires qui augmentent le risque anesthésique, les conséquences de l'intervention, je sais pas, si on enlève un rein et si l'autre rein n'est pas très solide, ça va être difficile, il y a un risque de dialyse, etc. S'il y a un problème post-op, le patient et la famille ne doivent pas avoir l'impression qu'on leur a caché quelque chose, parce que sinon la confiance primordiale s'effondre et en plus du problème médical, tu as un problème relationnel sur le dos. Donc, en cas de problème envisagé en pré-op ou a fortiori déclaré, il faut en parler franchement d'emblée, en temps réel, au patient et à l'entourage, pour partager les arguments qui vont conduire à la solution pour sortir de l'ornière, si elle existe.
Et si on arrive en bout de course et qu'il n'y a plus de solution, parce que quand même, des fois ça arrive, même relativement souvent, il faut aussi le dire, parce que le patient, il est le premier concerné, si sa fin est proche, souvent il veut le savoir. Alors c'est difficile à évaluer, il faut tâter le terrain, avancer à pas de loup pour savoir ce que le patient comment il va réagir. Il y a des personnes qui veulent absolument savoir où ils en sont et qui veulent savoir s'ils vont mourir bientôt ou pas. D'autres chez qui c'est complètement inenvisageable et qui sont sur leur lit de mort et qui se battent encore pour chercher des solutions. Donc le discours n'est absolument pas monolithique et doit être adapté à la situation. Et ça, vous l'apprenez, tu dis c'est avec la pratique, c'est ça? Il n'y a pas de problème. C'est une des choses qu'on apprend pas en théorie. En tout cas, à mon époque, il y avait un vague cours de psychologie médicale en 2e ou 3e année, où je me souviens pas de grand chose, et on apprend sur le tas, en voyant faire les plus vieux pendant l'internat, et en se faisant sa sauce tout seul au cours de son activité, quoi. Il n'y a pas d'attitude officielle disant comment il faut faire, ça c'est sûr. Je vais te poser une question qu'on pose à tous nos invités, nos guest stars. Est-ce que tu pourrais nous raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit? Et par succès, on est très 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 large, je veux dire. Ça peut être un événement où tu as sauvé quelqu'un, voilà, qui est visible de tout le monde. Et ça peut être un micro-événement au cours de, j'en sais rien, une consultation ou autre, où tu as fait changer quelqu'un de la vie. Enfin, tu vois, c'est ton critère du succès, voilà. Alors, si je pense aux patients, je pense pas au succès d'emblée, mais je pense aux échecs, aux complications qui m'ont marqué, parce que ça c'est beaucoup plus marquant quand ça arrive. On y pense tout le temps tant que la situation n'est pas réglée. C'est assez lourd à porter. Et parce que tu te dis, le bonhomme il est dans la panade parce que tu l'as opéré. Si tu l'avais pas opéré, il serait pas comme ça. Donc c'est vraiment assez compliqué à métaboliser, si je puis dire. Et donc question patient, les succès, il y en a fort heureusement. Je suis ravi quand quelqu'un revient me voir à la consultation et qui me dit qu'il est super content du résultat et tout ça, j'en suis ravi. S'il m'amène un pot de confiture ou un cuisseau de sanglier, c'est encore mieux. Mais les succès, il y en a heureusement, mais c'est surtout les échecs qui sont marquants. Et je vois encore la tête de mes premiers patients qui ont pédalé dans ce moule pendant quelque temps. Pour ce qui est du premier succès en général, moi je pense que c'est le fait d'avoir trouvé la bonne association qui est un succès, parce que d'avoir trouvé le bon associé dans le bon établissement, ça m'a permis de pouvoir faire mon boulot très sereinement et dans une ambiance très décontractée, et ça n'a pas de prix. Cet associé, je l'ai trouvé parce que il est plus âgé que moi, il a 7 ans de plus que moi, il a été formé aussi à Montpellier. Pendant que j'étais en urologie, pendant mon stage de 4e année, il était interne en urologie, donc il était vachement plus âgé que moi. C'était un grand pour moi. Et je me souviens très bien que c'est lui qui m'a appris à faire mon premier nœud de chirurgien, tu sais, un nœud qu'on fait avec une seule main, contre la barre du chariot des dossiers de visite. Ah oui. Dans le couloir, tu vois, donc, avec une ficelle qui traînait par là. Et puis lui, quand je lui ai dit ça, quand on s'est retrouvés plusieurs années après, il s'en souvenait pas du tout, évidemment, et moi ça m'avait marqué. Et je l'ai contacté en vue d'une association, parce que au cours de son cursus à lui, quand il était chef de clinique, donc après l'internat, il a formé un plus jeune que lui, de 3 ou 4 ans de plus jeune que lui, qui lui-même m'a formé quand j'étais interne finissant et chef de clinique. Et c'est ce gars-là qui sachant que mon associé actuel cherchait un collègue, nous a mis en relation pour voir si ça collerait entre nous. Il se disait probablement que ça pourrait coller. Effectivement, ça a collé d'emblée. Donc ça m'a permis de m'installer vraiment dans une sérénité absolue, quoi. Il y a une solidité
le diagnostic est technique sans faille. Les problèmes de sous ont été évacués parce que d'emblée il m'a proposé qu'on soit en pot commun et donc à la fin du mois on partage ce qui reste après avoir payé les charges. Et donc il n'y a aucune rivalité sur ce plan-là entre nous. Parce qu'on a tellement vu d'associations qui très prometteuses qui, au bout de quelques années, les associés se tirent dans les pattes et finissent par se haïr, que je mesure ma chance d'avoir pu conserver une entente aussi bonne avec lui. À nouveau, tu parles de chance, mais j'imagine qu'il n'y a pas que de la chance non plus. T'as bien dû faire quelque chose toi pour que ça marche. Peut-être que c'est ma façon d'être qui a permis ça, et la tienne aussi. Je sais pas, mais j'ai du mal à l'expliquer. On est assez, enfin, on est de caractère pas du tout identique. Lui, il est assez fonceur, très. Il aime beaucoup être dans les réunions, parler des grands machins, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je suis peut-être plus réfléchi, plus minutieux. Donc, on se complète très bien. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les nouveaux outils, les nouvelles techniques, etc. Comment vous vous formez ? Je sais que tu vas à des congrès, souvent même, tous les ans. On se forme de plusieurs façons. Déjà, la formation continue est indispensable parce que la médecine, tout le monde le sait, évolue avec le temps et il faut rester au bout du jour pour pas se faire larguer. Et donc, il y a une association d'urologie nationale qui est très dynamique, l'association française d'urologie, l'AFU, qui est très structurée, très dynamique, avec un congrès annuel de 4 jours où on passe en revue les nouveautés, il y a des mises à jour, ça c'est indispensable d'y aller au moins un jour ou deux si on peut pas y aller 4 jours en fonction de son activité, mais il faut se tenir au courant. L'AFU organise aussi des journées thématiques sur tel ou tel problème au cours de l'année, des séminaires de cancérologie, des séminaires de techniques chirurgicales. Donc il y a un peu de tout et on peut aller à des formations qui sont en plus validantes pour la formation continue officielle. Il y a aussi des revues d'urologie qu'il faut lire au moins le sommaire pour savoir ce qui se passe. Après, tous les articles ne sont pas forcément intéressants pour son activité quotidienne. Et puis il y a des congrès internationaux, l'européen, l'américain, où on peut aller aussi, mais là c'est la cerise sur le gâteau, mais le congrès français est déjà d'un très bon niveau. Il y a aussi sur les nouvelles techniques chirurgicales, il y a des ateliers de formation qui peuvent être organisés par des laboratoires de matériel ou des laboratoires de médicaments. Quand la cystoscopie s'était développée au début de mon activité, il y avait des séminaires de formation pour aller s'entraîner sur des cochons dans des laboratoires dans les hôpitaux. Là, il y a des nouvelles techniques de chirurgie endoscopique de la prostate avec des nouveaux appareils, donc on peut aller voir le collègue. Je suis allé l'an dernier à Brive voir un collègue qui fait ça depuis quelque temps. Voilà, donc il y a des formations comme ça, un peu au coup par coup. Une question qui n'a rien à voir, mais tu parlais tout à l'heure des échecs qui étaient plus mémorables que tes succès. Je prends mes mots. Comment on fait pour évacuer ça ? Est-ce qu'on arrive à évacuer ? Comment on fait pour passer à autre chose, pour je sais pas, retrouver le rythme ? Il faut encaisser un petit peu. Il faut se trouver surtout, je pense, un dérivatif dans sa vie, quoi. Pas faire que d'urologie du matin au soir et jour et nuit. Moi, j'ai la chance d'avoir des activités de loisirs qui me sortent complètement de ce truc-là. J'ai aussi la chance, tu le sais, qu'on a une famille très unie et on est toujours très très content de se revoir et ça permet d'évacuer justement tout le stress quand on se retrouve tous. C'est vraiment excellent. Moi, je fais beaucoup de musique, je vais beaucoup aux concerts et beaucoup de musique classique et j'en pratique beaucoup aussi, donc à un certain niveau, j'espère. Et ce qui me permet aussi d'être en contact avec des musiciens de haut niveau et c'est un monde complètement différent et des horizons complètement différents. Et quand je reviens d'un week-end de
chant ou de musique, je sais pas, ça doit sécréter des endorphines ou autre, mais je plane pendant plusieurs jours, il peut m'arriver n'importe quoi, ça me glisse dessus sans problème. C'est vraiment, je pense que il va y avoir des substances chimiques sécrétées là qui font que c'est très bon. Okay. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors partout, mais aussi dans la médecine. Tu nous disais que la pratique de ton métier avait déjà énormément évolué depuis que tu l'exerces. Si on essaye de se projeter, comment tu vois le futur de ton métier dans, disons, 20 ou 30 ans ? C'est difficile comme question. Je répondrai de deux façons. Comment je crains que ça devienne et comment j'espère que cela sera. Vas-y. Alors, je crains que la technologie qui se développe un peu partout aveugle les décisions médicales et que les contraintes économiques avec des restrictions de fait soient imposées par les tutelles, que ce soit l'État, le Sécu, les directions d'établissement, pour serrer la vis et pour qu'on ait moins de moyens pour faire le métier comme il faut. Et tout ça débouchant sur une déshumanisation du soin et de la relation avec les patients. Ça, c'est mon côté pessimiste. Mais j'aimerais que l'évolution des techniques et les nouvelles machines, pas encore inventées, mais qui sont toujours annoncées comme allant casser la baraque, et qui sont parfois abandonnées plus ou moins rapidement et finissent dans un placard, ne fassent pas oublier que l'être humain, avec toute sa complexité, ça peut pas être rangé dans des cases, en réponse binaire oui non, et qu'il y a toute une alchimie des rapports humains qu'on appréhende qu'en partie seulement par le contact direct, l'expérience pratique de la communication avec autrui, avec tout ce qui peut passer de façon consciente et inconsciente dans la relation, vous connaissez ça mieux que moi, et qu'on est très loin d'avoir tout compris de l'effet thérapeutique. Quelle que soit la pathologie et le traitement, l'effet placebo existe et il est évalué autour de 30-35% en moyenne, y compris pour la chirurgie. Ah ouais. Donc, il y a eu des expériences où ils faisaient des fausses interventions, une incision, mais rien derrière, et il y avait un résultat. Donc c'est quand même pas mal. D'accord. Donc le corps humain est vraiment presque un puissant fond de mécanismes complexes dont on comprend qu'une toute petite partie. Ouais, okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton cursus ? On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui m'a le plus manqué, c'est savoir annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. D'accord. Ça, c'est vraiment le plus dur. Quand tu as un bonhomme en face de toi, une dame à qui tu dois annoncer que ça y est, il y a un cancer et tout ça, comment on fait, quoi. Parce que débrouille-toi. Hein. Donc on essaie de trouver des mots, mais il va y avoir un moment où l'info va être lâchée, quoi. Donc ça fait forcément un choc. Le stress augmente. La personne, tu as beau expliquer tout ce que tu veux derrière, il retiendra que 10 ou 20% de ce que tu lui diras. Donc il y a un stress important qui fait que la communication change complètement à partir de ce moment-là. Et donc dans ces cas-là, il faut savoir revoir les personnes quelques jours plus tard pour reprendre la discussion une fois que l'annonce a été un peu digérée et pour essayer d'avancer dans les solutions proposées. Mais des fois, il n'y a pas de solution. Et donc, quand tu annonces à quelqu'un que ça y est, on n'est pas loin de la fin, voilà, quoi. C'est pas rigolo. Hein. Ça fait partie de votre job, j'imagine, de l'annoncer aussi. Quoi. Et ouais, ça peut arriver, ouais. Ça t'arrive peut-être de donner des conseils à quelqu'un qui est intéressé qui souhaite devenir chirurgien urologue. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais si ça devait t'arriver, quel conseil tu lui donnerais ? Une fois le bagage théorique et technique acquis, qui est un préalable indispensable, il ne faut pas se laisser aveugler par les techniques, toutes les machines, appareils, robots, nouveaux traitements toujours annoncés, mirifiques, et qui peuvent parfois être abandonnés quelques temps plus tard. Il faut savoir faire le tri dans les nouveautés, laisser du temps au temps, pas se jeter sur le dernier traitement sorti, et aussi ne pas se prendre pour le roi du monde parce qu'on a réussi une intervention difficile et que tout s'est bien passé, parce que s'il faut, la fois d'après, ça peut être l'enfer, soit pendant, soit après l'intervention. Il faut garder une humilité qui est, à mon avis, fondamentale.
Le but principal de ce boulot, c'est de soigner un être humain, et si on peut l'aider à le guérir. Et donc, la relation humaine et sa qualité est indispensable à un soin de qualité. Ça, j'imagine qu'on ne le sait pas forcément quand on démarre sa première année de médecine à 20 ans ou à 18 ans. Non, on l'appréhende de loin, quoi. On se dit que, on n'analyse pas comme ça, quoi. Au début, moi, ce qui m'a intéressé, je te dis, c'était l'aspect purement factuel des études m'a passionné, quoi. Donc, je me suis régalé tout au long, quoi. Donc après, les questions sont venues avec le temps, quoi, les problèmes à résoudre. Et ça s'est fait comme ça au fil de l'eau. Est-ce que tu as dans ton quotidien des jeunes que tu formes, que tu accompagnes, à qui tu montres le métier? Non, parce qu'en clinique privée, il est très rare d'avoir des internes. C'est très récent qu'on puisse avoir des internes. Nous, on n'a pas encore fait la démarche d'en accueillir. J'ai des collègues qui le font dans d'autres villes et qui me disent que ça leur fait bizarre de revenir à leur rôle qu'ils avaient quand ils étaient chefs de clinique, par exemple. On a perdu l'habitude de transmettre, mais c'est très intéressant. Et je me posais une question dans l'autre sens. Je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure. Pendant tes études, tu avais vu des comportements des personnes plus âgées qui n'étaient pas forcément adaptés à ce que toi tu pensais être un bon comportement. Et est-ce que il est possible dans ces cas-là de faire des remarques et de discuter, d'échanger, ou est-ce que la hiérarchie, l'ancienneté prime et il y a une zone de silence obligatoire? Ouais, il y a du silence là. La hiérarchie fait que il y a une telle hiérarchie dans les équipes médicales et à l'hôpital universitaire que c'est pas le petit jeune qui va la ramener, qui va expliquer aux vieux comment il faut faire. Hein. Bon, ça c'est sûr. Ni poser des questions pour comprendre pourquoi il en est arrivé là ou pourquoi il est comme ça. J'ai pas souvenir que ça me soit arrivé. Mais poser une question neutre pour dire sur le ton de la naïveté et pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as fait ça comme ça, ça peut peut-être être jouable. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. C'est déjà un art en soi de savoir poser ces questions neutres, c'est ça? Oui. Je vois. Si ça revient dans les dents après. J'imagine. On arrive au bout de cette conversation. Alors pendant tout le long, on a cité des soft skills ou des compétences comportementales. Il y en a plein qui sont sorties. Quelle serait, toi, c'est une question là aussi qu'on pose à tous nos invités, quelle est ta définition des soft skills? Si tu devais dire ce que c'est, les compétences comportementales, c'est quoi pour toi? Alors, déjà, c'est un mot anglais et ça t'énerve. Et ça me plaît pas. Donc, ok. Donc, faudrait trouver un mot français. Je sais pas s'il y a un équivalent, mais moi, je me disais que, au moins pour mon métier, il y a le savoir-faire médical qui est tout l'aspect technique, théorique et tout ça. Et est-ce que le savoir-être serait pas un terme qui pourrait être en approché? Voilà. Donc, je pense que c'est une façon de définir ça pourrait être d'essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur, quel qu'il soit, le patient, la famille, le collègue, l'infirmière, la secrétaire, d'essayer d'appréhender au moins, brièvement ou rapidement, son point de vue, pour essayer d'adapter son discours à ce qu'il peut comprendre de ce qu'on veut lui dire, afin qu'il y ait un échange, une écoute, et que le message délivré puisse être assimilé et compris, en évitant les braquages, les conflits, et qui sont forcément générateurs d'incompréhension et parfois de souffrance. Donc voilà, c'est le plus général que je peux dire. Ok, d'accord. On prend, on prend tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Garder le plaisir d'aller au boulot tous les jours, grâce à l'entente avec mes collègues et l'ambiance de travail très efficace qu'on a au bloc et à la consultation. Et aussi, surtout, les retours positifs des patients qui sont vraiment une satisfaction très importante. Et puis, exercer dans des établissements
comme on disait tout à l'heure, et qui, malgré les contraintes de tous ordres, ne perdent pas de vue le but principal de notre boulot à tous, qui est le soin aux personnes malades. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.